Derrière chaque entreprise, il y a une histoire. Une histoire de succès, de défis, de croissance. Et cette histoire, elle est racontée par les chiffres. Mais la question c'est, euh, comment on passe d'un simple ticket de caisse froissé au fond d'une poche à un bilan qui peut convaincre un investisseur de miser des millions? C'est le sujet du jour. On a sous les yeux un schéma qui promet tout clarifier, le système comptable classique. Notre mission, ça va être de suivre le parcours d'une info financière, de sa naissance jusqu'à sa présentation finale. C'est un parcours qui peut sembler un peu aride, mais c'est tout le contraire. Ce n'est pas juste une suite d'étapes techniques, non. C'est une méthode très rigoureuse, presque une philosophie, conçue pour transformer le chaos des transactions de tous les jours en un récit cohérent et surtout vérifiable. Un langage universel en quelque sorte. C'est ça. Et comprendre sa grammaire, ce n'est pas juste lire l'histoire, c'est pouvoir l'analyser, la critiquer et même anticiper la suite. Alors, allons-y, plongeons dedans. La première grande étape de ce flux, c'est la saisie. C'est associé aux travaux quotidiens. Et tout au début de la chaîne, on a les documents de base, les fameuses pièces justificatives. Le mot-clé juste en dessous, c'est preuve. On imagine bien des factures, des reçus, mais est-ce que c'est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice? C'est plus que ça, ce sont les fondations. Il n'y a pas de meilleure métaphore. En comptabilité, il y a une règle d'or, un principe non négociable. Pas d'écriture sans preuve. D'accord. Chaque opération, un achat de matériel, une vente, le paiement d'un salaire, tout doit laisser une trace tangible. Une facture, un ticket de carte? Un contrat signé, un bulletin de paie. Sans ce document, l'opération n'a comptablement parlant aucune existence. C'est ce qui ancre la compta dans la réalité. D'accord, donc c'est la matière première. Mais aujourd'hui, avec la dématérialisation, ça doit être un sacré défi? Une facture par email, un abonnement en ligne, la nature de la preuve a changé, non? Énormément. Le principe est le même, mais son application est plus complexe. La rigueur doit être encore plus grande. Une capture d'écran, ça ne suffit pas, par exemple. Ah non. Non. Il faut une facture en bonne et due forme, même en PDF, avec toutes les mentions légales. C'est un travail quotidien et méticuleux de collecte, de vérification. Mhm. J'ai vu des entreprises se faire redresser fiscalement parce que leurs preuves numériques n'étaient pas considérées comme valables. Les fondations étaient fragiles en fait. D'accord, je vois. Une fois qu'on a cette pile de preuves bien validée, bien rangée, l'étape suivante sur le schéma, c'est le journal. Le schéma le décrit comme la chronologie des opérations. On dirait un journal de bord. On note tout pêle-mêle au fur et à mesure que ça arrive. C'est l'image parfaite. Le journal, c'est le journal de bord financier de l'entreprise. Il enregistre absolument tout de manière strictement chronologique. Ok, Le 5 du mois, à 9 heures, on achète des fournitures. À 10 heures, on encaisse un client. À 14 heures, on paye une note de restaurant. Tout est consigné à la suite. c'est la première mise en ordre de l'info brute, donc. On passe de la pile de papier à une liste d'événements. Voilà. Mais je me mets à la place d'un dirigeant de PME. Ce journal, aussi précis soit-il, ça me paraît vite illisible. Si j'ai 1000 opérations par mois, je me retrouve avec une liste sans fin, ça ne m'aide pas vraiment à prendre des décisions. Vous mettez le doigt sur la limite exacte du journal. Et c'est justement la raison d'être de l'étape d'après. Le journal enregistre, mais il n'analyse pas. D'accord. Pour ça, il faut changer de perspective. Et c'est là qu'on bascule des travaux quotidiens aux travaux périodiques. Avec une étape clé, le passage au grand livre. Alors le grand livre, le schéma le présente comme l'ensemble des comptes. Le changement de logique est donc là. On arrête de regarder le temps qui passe et on commence à ranger les choses par catégorie. Exactement. C'est un changement de paradigme complet. Le journal répondait à la question «Que s'est-il passé le 5 mars?» Le grand livre, lui, il est thématique. Il répond à des questions bien plus utiles pour un manager. Comme par exemple, Combien avons-nous dépensé en marketing ce mois-ci? Ou quel est le montant total des ventes de notre produit phare? Ou encore, quel est le solde de notre compte en banque? ah, je comprends. Pour faire ça, on reporte chaque écriture du journal dans des comptes spécifiques. L'achat de fourniture va dans le compte achat, la vente dans le compte vente, et ainsi de suite. C'est comme passer une note brute prise en réunion à un vrai plan d'action organisé par département. C'est là qu'on commence vraiment à piloter l'entreprise, pas juste à enregistrer ce qui se passe. C'est la définition même de l'étape de traitement. On regroupe les informations par nature, ou, comme le dit le mot-clé, par valeur. Et on peut suivre l'évolution de chaque poste, j'imagine. Oui, on voit si les frais de déplacement explosent, si les créances clients s'accumulent dangereusement. Le grand livre, c'est le tableau de bord de l'entreprise.
chaque compte est un voyant en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Un voyant qui indique si tout est au vert ou s'il y a une alerte. D'accord. On a donc réorganisé tout ce flux d'informations, mais la compta, c'est une discipline de rigueur. Avant d'aller plus loin, il faut bien s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Le schéma montre une étape balance, avec le mot vérification. Une balance, ça sonne un peu archaïque à l'heure de l'informatique, non? Est-ce que les logiciels ne rendent pas cette étape un peu obsolète? C'est une excellente question, et elle touche au cœur de la différence entre l'outil et le principe. Oui, aujourd'hui, le logiciel calcule la balance en permanence et je vous alerte s'il y a un déséquilibre. C'est bien ce que je pensais. Mais comprendre ce que la balance vérifie, c'est ça qui est fondamental. C'est le garant de la logique de tout le système qui est basé sur le principe de la partie double. C'est-à-dire? Chaque opération a deux faces, un débit et un crédit. Et leur somme doit toujours être nulle. La balance s'assure que, sur des milliers d'opérations, cet équilibre est toujours respecté. Et si ce n'est pas le cas? Concrètement, ça révèle quel jour d'erreur? Ah, mais c'est là que ça devient crucial. Un déséquilibre, ce n'est pas juste une erreur de calcul. Ça peut vouloir dire qu'une vente a été enregistrée, mais qu'on a oublié de noter que le client nous doit de l'argent. Ah oui, quand même. Concrètement, vous pensez avoir fait une vente, mais le système n'a pas enregistré la créance. Vous n'irez jamais réclamer l'argent. C'est le jour d'erreur qui peut tuer une trésorerie. C'est un filet de sécurité en fait. C'est ça. Un filet de sécurité qui garantit l'intégrité de l'information avant de construire l'étage du dessus, les documents de synthèse. Alors allons-y. On arrive à l'aboutissement de tout ce processus, la dernière phase de restitution. Tout ce travail de collecte, de tri, de vérification, pour produire deux documents phares, le bilan et le compte de produits et charges. C'est là qu'on présente l'histoire de l'entreprise au monde extérieur. Exactement. C'est le moment où toutes ces données techniques sont synthétisées pour devenir une information lisible, une information décisionnelle pour un dirigeant, un banquier, un investisseur. D'accord. Le premier document, le bilan, est décrit comme la situation de l'entreprise. L'analogie classique, c'est celle de la photographie. Une photo. Oui, un cliché instantané du patrimoine de l'entreprise, à une date donnée, en général le 31 décembre. Une photo qui montre quoi, précisément? D'un côté, il y a l'actif, tout ce que l'entreprise possède, ses bâtiments, ses machines, ses stocks, l'argent sur son compte, Mhm. mais aussi ce que ses clients lui doivent. Et de l'autre côté, le passif. Comment tout ça est financé, c'est-à-dire ce que l'entreprise doit, Ses dettes aux fournisseurs, ses emprunts? ses emprunts et aussi les capitaux apportés par les propriétaires. Le bilan répond à la question aujourd'hui, quelle est la structure de notre richesse et de nos dettes? D'accord? C'est la photo de la situation patrimoniale. Et le deuxième document, le compte de produits et charges, qu'on appelle aussi compte de résultats, le schéma le relie à l'activité de l'exercice. Donc, si le bilan est une photo, Hmm. le compte de résultats est le film de l'année. Voilà. Ah, Il ne montre pas une situation à un instant T, mais il raconte l'histoire de l'activité sur une période, généralement 12 mois. Il répond à une autre question, tout aussi vitale. Sur cette période, avons-nous gagné ou perdu de l'argent? et pour ça, il met en face les revenus et les dépenses, c'est bien ça? Précisément. D'un côté, les produits, qui sont essentiellement les revenus tirés des ventes, de l'autre, les charges, toutes les dépenses nécessaires pour générer ces revenus. Les achats, les salaires, les loyers, les impôts. La différence entre les deux donne le mot final de tout notre schéma donné. Le résultat. Si les produits sont supérieurs aux charges, c'est un bénéfice. Dans le cas contraire, une perte. C'est la mesure de la performance économique. Tout à fait. Et c'est là que l'articulation des deux est fascinante. On peut avoir un film magnifique avec un énorme bénéfice à la fin, mais une photo catastrophique, non? Et c'est là que beaucoup de managers se trompent. Ils ne regardent que le film, le compte de résultat. Pour voir s'ils ont gagné de l'argent. Oui, mais ils oublient la photo, le bilan. Vous pouvez faire des bénéfices énormes et quand même faire faillite. Comment ça? Parce que vous n'avez plus de liquidité, ou parce que tous vos clients tardent à vous payer, votre film est en succès, mais la photo montre un acteur principal exsangue. Donc il faut les deux. Il faut absolument les deux. Une belle photo qui montre une structure solide et un beau film qui prouve sa capacité à être performante. C'est une vision beaucoup plus claire. On part donc d'une pile de preuves, désordonnées, on les transforme en opérations dans un journal de bord chronologique, puis on trie tout ça par valeur dans des comptes thématiques pour y voir plus clair. On s'assure avec une vérification que la logique est saine, pour aboutir à deux documents qui, lus ensemble, donnent une vue complète de la situation et de l'activité, et qui permettent de quantifier le résultat. La logique est vraiment implacable. Elle l'est.
Et ce qui est important de souligner, c'est que même si un logiciel de compta moderne automatise 99% de ce flux, il est construit sur cette même logique fondamentale. Ah oui, Oui, quand vous scannez une facture, en arrière-plan, le programme crée une écriture dans un journal virtuel, la reporte dans les bons comptes du grand livre et met à jour les synthèses en temps réel. les outils changent, mais les principes restent. Voilà, les principes de preuve, de chronologie, de classification et de vérification sont immuables. La rigueur intellectuelle du système reste la même. Sans elle, le meilleur des logiciels ne produit que du chaos, mais plus rapidement. C'est une excellente mise en perspective. Tout ce système est brillamment conçu pour capturer, organiser et synthétiser tout ce qui est quantifiable, tout ce qui peut être traduit en unités monétaires. Mais ça amène une dernière question, pour nourrir la réflexion. Comment une structure aussi rigide peut-elle prendre en compte les actifs les plus immatériels d'une entreprise, ceux qui sont souvent les plus précieux aujourd'hui? Je pense à sa réputation, à la force de sa marque, à la créativité de ses équipes, la qualité de sa culture d'entreprise. Que se passe-t-il lorsque la plus grande valeur d'une entreprise ne rentre, par définition, dans aucune de ces cases?